Voilà, je m'appelle Daniel Linco, je suis chercheur au CNRS et spécialiste du photovoltaïque depuis de nombreuses années. Alors ce soir, en répondant à l'invitation de la commune de Néoul, j'ai le plaisir de présenter donc l'énergie solaire. D'une part, la ressource, qu'est-ce que c'est que l'énergie solaire, de quoi on peut disposer, et puis ensuite un peu l'histoire de l'énergie solaire et en particulier de l'énergie photovoltaïque, donc avec les débuts dans les années 1839 de Edmond Becquerel et puis le décollage du photovoltaïque dans les années 50 avec la conquête spatiale et les cellules solaires qu'on dit au silicium, et enfin dans la dernière période l'atterrissage de ces cellules solaires avec finalement un développement très important sur le plan terrestre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des pays où pratiquement 8% de l'électricité est déjà uniquement d'origine photovoltaïque et que ça ne demande qu'à démarrer. Donc la fin de cette présentation sera sur l'aspect prospectif en disant ben voilà, dans quelles conditions, jusqu'à quel niveau, comment peut-on faire, et j'irai jusqu'aux années prospectives 2050, 2070. Et enfin, un point très important également, c'est que plus il y aura d'énergie solaire et en particulier photovoltaïque, plus il faudra aussi faire attention à ce que cette énergie soit bien adaptée au niveau de la société, qu'il s'agisse au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau environnemental. Et donc je terminerai par un chapitre un peu plus personnel sur photovoltaïque et société. Alors, qui est Daniel? Daniel Linco est directeur de recherche au CNRS. Je le connais quasiment depuis toujours. Il est un peu plus jeune que moi. Et j'ai eu surtout le grand plaisir, lorsque j'ai dirigé la chimie, de le décorer de la médaille d'argent du CNRS. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une par an. Et pour ses travaux, parce qu'il est, comment dire, il est monsieur énergie solaire en France. Donc je remercie aussi Monsieur le maire, c'était vraiment une découverte ce matin de la centrale de Néoul, là que j'ai vu, cette ferme solaire, j'aime bien l'expression ferme solaire, parce que c'est vraiment de la récolte quelque part. Hein. Ce que vous nous avez montré ce matin, c'est presque, j'appelle ça des milles à ciel ouvert, mais qui regardent le ciel. Et je trouve ça remarquable. Donc là, on a décidé d'affecter 30 hectares de la commune de Néoul à un parc photovoltaïque. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter une sorte de parcours, une sorte de panorama. Alors en fait, donc un parcours qui va à la fois mélanger des aspects installation, les aspects scientifiques, les aspects perspectives, et la demande de Marc était de travailler sur le présent et le futur, et quelque part j'ai aussi été vers l'histoire, et l'histoire est aussi très importante pour le présent et pour le futur. Donc c'est vraiment, je vous ferai un retour un peu historique. Alors l'institut dont parlait Marc, c'est l'IPVF, c'est un institut de la transition énergétique. Et donc parmi ce qu'on appelle les programmes d'investissement d'avenir, et comme son nom l'indique, c'est des programmes qui touchent l'énergie solaire, il y a les énergies marines, il y a un certain nombre, c'est vraiment des enjeux du futur au niveau du pays, et à mon avis au-delà, au niveau du monde. Alors, est-ce que je vais y arriver à le faire décaler? Voilà. Alors, simplement pour vous montrer que c'est un institut qui va se situer, qui est en cours de construction, il est pratiquement fini, et qui se met au niveau du plateau de Saclay, à côté de l'école polytechnique. Et vous voyez en bas à droite le bâtiment qui est actuellement pratiquement terminé. Et on devrait rentrer dans l'institut, l'ensemble des équipes, au niveau d'octobre-novembre. Donc, je passe alors, voilà. Alors voilà, j'ai toujours aimé ce dessin. Pourquoi? Parce qu'il est typique d'une situation dans laquelle il y a besoin de solutions pour réaliser, par exemple ici, le soleil arrive, on sent que c'est de l'énergie bien évidemment, et que quand on n'a pas les moyens de l'utiliser, finalement cette énergie, elle nous est pas utile, on n'arrive pas à l'utiliser. Donc ce dessin qui veut dire il y a sûrement une source d'énergie ici. Et donc l'homme directement n'a pas su utiliser ou ne pouvait pas utiliser l'énergie solaire, comme le montre la diapositive ici. Et pourtant, c'est une énergie extraordinaire. C'est un réacteur de fusion à hydrogène qui est à 150 millions de kilomètres, le Soleil, et qui dégage une énergie très importante. Il se comporte un peu comme une source de lumière qui est à 6000 degrés, donc très élevé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Soleil, finalement, nous envoie de l'énergie sous forme de... Alors, que je fasse attention.
il nous envoie de l'énergie sous forme lumineuse. Et on a de la chance finalement. Cette énergie n'est plus une énergie très très dangereuse pour l'humanité, c'est une énergie sur laquelle il y a de la lumière visible. Et le pic d'énergie, en fonction de la lumière, de la longueur d'onde, eh bien il se situe dans le jaune-vert ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'énergie qu'il nous envoie, c'est comme si nous avions une puissance. Vous savez, vous avez une ampoule, on dit qu'elle fait 200 watts, qu'elle fait 300 watts, qu'elle fait 1 kilowatt, qui est une unité de puissance. Eh bien, il y a une constante qui est la constante solaire, c'est lorsqu'on est face au Soleil, à l'extérieur de l'atmosphère, et qu'on regarde la puissance lumineuse qui arrive par mètre carré, c'est 1360 watts, donc 1,36 kilowatts. Donc c'est une énergie considérable. Imaginez une ampoule de 1000 watts, ce que ça donne. C'est ce qui explique, par exemple, quand vous avez un terrain de foot et que la journée, on allume les projos, comme on dit, eh bien, on ne voit même pas qu'ils sont allumés, tellement le soleil est important. Regardez la journée aujourd'hui, vous pouvez venir avec n'importe quelle lampe artificielle, il y a plus de lumière que la lampe que vous utilisez. Donc c'est une énergie très très importante qui nous arrive. Alors, quand elle arrive sur Terre, elle n'arrive pas sur Terre ici, c'est cette distribution. Cette distribution en rouge, quand elle arrive sur Terre, d'abord elle doit traverser, elle est réfléchie un peu sur l'atmosphère, et puis elle doit traverser l'atmosphère, et peu à peu, finalement, elle se transforme en cette courbe ici, qui est la courbe verte, avec ces pics ici qui correspondent aux absorptions par l'eau, etc. Ce qui est très important, c'est de voir qu'au niveau de la Terre, on a pratiquement 1000 watts par mètre carré qui arrivent lorsqu'on est en plein soleil, face au soleil. Et ça, je dirais que pour n'importe quel homme, on sait ce que c'est. On sait la ressource en énergie qu'on a. Quand on a un puits de pétrole, on est capable de dire, ce puits de pétrole, je sais quelle énergie, j'ai des tonnes qui vont sortir, des barils. Eh bien pour moi, cette énergie qui nous arrive, c'est comme si c'était des barils de pétrole. Alors pour aller un petit peu plus loin, quand on descend au niveau de la Terre, on a maintenant une cartographie très 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 précise. Alors au début, ça a mis du temps, mais peu à peu, on a été capable de cartographier complètement l'énergie qui arrivait à tel ou tel endroit de la Terre. Alors vous voyez ici, c'est une énergie qui arrive sur le sol, elle arrive aussi sur les océans, sur les mers. Donc ici, donc on voit une chose intéressante, c'est que finalement, on va pouvoir déterminer à chaque endroit l'énergie moyenne et de façon très régulière qui arrive sur la Terre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe maintenant beaucoup de ce qu'on appelle de cadastres solaires, c'est-à-dire que maintenant, on descend presque à l'échelle d'une maison, d'un lotissement, et on pourrait avoir, je n'ai pas eu le temps de voir, je pense que sur Néoul, il existe des données très très précises d'ensoleillement. Le point important, c'est de voir que l'énergie, et là je vais juste vous faire un petit rappel pour... Est-ce que c'est le mien qui sonne? Non? Je vais vous faire juste, alors qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors vous entendez souvent parler de kilowattheure. Alors le kilowattheure, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie de puissance, c'est le watt multiplié par un temps, donc c'est bien un travail, donc c'est une énergie. Le watt multiplié 1 watt pendant une seconde, c'est ce qu'on appelle un joule, qui est l'unité d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de kilowattheure. Mais pour l'humanité, pour nous, kilowattheure, c'est une énergie électrique d'origine, on a du mal à se rendre compte de ce que c'est. Par contre, on se rend compte de l'énergie qu'il faut pour monter un seau ou un sac de ciment sur 10 mètres. On se rend compte de ce qu'il faut comme énergie pour pomper de l'eau, etc. Il faut savoir qu'un kilowattheure, ça correspond à monter une tonne sur 360 mètres. Voilà, quand vous voyez un appareil domestique ou quel que soit qu'on vous exprime en kilowattheure, on exprime ça, c'est comme si vous montiez l'énergie d'une tonne sur 360 mètres. Et si on descend d'un cran, et j'ai essayé de le faire aussi, c'est l'équivalent de 100 grammes de pétrole. Et enfin, quand on regarde ce qui arrive sur Terre, eh bien on est dans une situation où finalement, il nous arrive par an, la puissance qui arrive par le Soleil, c'est 173 000, 10 multiplié par 10 puissance 12 fois des watts. Donc c'est quelque chose qui est considérable et en fait qui correspond à pratiquement 6000 fois la puissance que l'on utilise moyennement par l'humanité. Donc on a finalement cette ressource est une ressource considérable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la comparer. On s'aperçoit qu'il y a l'évaporation de l'eau, ce qui va donner du vent. Donc essentiellement, cette énergie est sous forme thermique finalement. Le vent, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie solaire
qui a chauffé à un endroit et les courants atmosphériques qui déplacent les masses d'air. Et puis ensuite, quand on commence à regarder, on s'aperçoit finalement qu'il existe une forme d'énergie, je vais en reparler, qui est la photosynthèse. Vous voyez que c'est une toute petite partie de ce qui arrive sur Sol, c'est 0,02%. Donc c'est très très peu par rapport aux autres énergies. Donc l'éolien est en fait une énergie solaire dérivée, puisque c'est une énergie au départ thermique qui va passer. Alors voilà maintenant comment on peut cartographier tout ça. Finalement, il existe des cartographies qui montrent que, par exemple, ici sur la région parisienne, c'est environ 1 MWh. Alors le méga, c'est 1 million de wattheures, c'est-à-dire 1000 kWh par an et par mètre carré. Si vous descendez ici au niveau d'où vous êtes, vous voyez que c'est une zone extrêmement ensoleillée où vous avez pratiquement 2 MWh, entre 2 et 2,5, ce qui est la raison pour laquelle c'est extrêmement intéressant d'installer ici des systèmes solaires. Mais si vous descendez dans le Sahara, ça peut monter pratiquement jusqu'à 3. C'est très important. C'est comme si vous receviez chaque année en énergie l'équivalent d'un baril de pétrole. Par contre, une des difficultés, c'est en fait de savoir comment on pourrait essayer d'extraire l'énergie directement de cette source. Alors il se trouve que finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie solaire est portée par des photons, et les photons, chaque petit photon a de l'énergie. Et quand il rencontre un matériau, par exemple les chaises, tout matériau qu'il rencontre, il est capable de frapper, de communiquer son énergie à ce qu'on appelle des électrons qui sont à l'intérieur de la matière. Et justement, les électrons, un peu comme des billes de plomb, à chaque fois qu'ils reçoivent un photon, ils sautent, un peu comme on fait, vous savez, au billard. Hein, ils montent en énergie, c'est une énergie électrique, et ils restent en l'air, ce qu'on appelle à l'état excité, c'est-à-dire qu'en fait, quand le photon revoit l'électron ici, l'électron saute, va à une énergie plus élevée, donc à un potentiel plus élevé, et puis ensuite, il revient à l'équilibre, et en revenant à l'équilibre, il revient, finalement, il rend l'énergie qu'il a absorbée par le photon. Et comment il peut le faire? Ben, il peut le faire en chauffant. Et finalement, quand les objets chauffent, hein, on le voit aujourd'hui, c'est dû au fait que les photons finalement sont absorbés par des électrons, mais que les électrons ils restent dans le matériau et que ça redescend progressivement, ça donne de la chaleur. Donc ça va donner de la chaleur, ça peut aussi donner de la lumière, on l'a vu, ça peut donner de la photosynthèse, mais ça peut aussi donner de l'énergie électrique. Et ça, c'est tout l'objet du photovoltaïque. Alors ça, la nature, elle a été extraordinaire. La nature a été capable de faire, finalement, grâce à la chlorophylle, aux molécules de chlorophylle, elle a été capable de convertir, effectivement, les électrons directement en énergie, les électrons. Non, les électrons vont directement donner des réactions électrochimiques en fait. Alors, vous avez eu quelques conférences sur la partie chimie, c'est très compliqué, mais ce qui est impressionnant, c'est que la machine, la photosynthèse, est elle-même finalement un convertisseur. Les petites molécules de chlorophylle, c'est comme si c'était des mini-cellules solaires. Et chaque mini-cellule solaire est capable finalement de transférer, de faire des réactions, finalement de transformer le dioxyde de carbone, de faire des sucres, etc. Et ça donne toute la biomasse, c'est les molécules de la vie. Et en fait, au bout de quelques millions d'années, eh bien, on a du charbon, du pétrole, des gaz de schiste, des hydrates de méthane, etc. Et l'humanité a effectivement pu avoir à sa disposition directement cette source d'énergie dérivée de l'énergie solaire. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que l'énergie solaire, ce n'est pas la première chose, ce qui s'est passé dans les années 1800, depuis très longtemps, c'était en fait d'utiliser la chaleur. La chaleur elle-même, on a été capable de la convertir en énergie grâce à la machine à vapeur. Et dès 1800, dans les années 1869, il y a Augustin Mouchot, des chercheurs qui ont très tôt commencer à se poser la question d'utiliser l'énergie solaire pour des applications industrielles. Et ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde les archives, vous voyez les textes écrits à cette époque-là. Soucieux de trouver une source d'énergie inépuisable, la préoccupation déjà à cette époque, c'était de se dire « et si on pouvait finalement utiliser directement l'énergie solaire en énergie ?» Et Augustin Mouchot a fait des démonstrations. Il a eu la médaille d'or de l'exposition universelle en 1878 avec des concentrateurs solaires, c'est-à-dire qu'il a utilisé les effets de loupe.
et il a fait tourner une machine à vapeur qui a imprimé un journal pendant toute cette exposition. Et en fait, on est dans une situation où il y a eu un premier essor de l'énergie solaire moderne, vous voyez, par rapport au bois qu'on fait chauffer, qui est la combinaison énergie solaire, machine à vapeur. Et ça a donné des conséquences au niveau de toute une technologie qui s'est développée, qui pourrait exister ici, c'est ce qu'on appelle le solaire à concentration. Et ça, vous en avez un exemple du côté de le four de Deyo, qui est aussi une région du côté de Perpignan, ou Font-Romeu, où ils ont des systèmes à concentration. Et là, vous avez des véritables centrales solaires qui sont faites avec des miroirs qui renvoient toute leur lumière sur finalement une chaudière. Et cette chaudière va travailler à pas mal de degrés et va produire de l'électricité et de la chaleur. Ce qui fait qu'avec ces méthodes, il est possible de stocker de la chaleur et de la renvoyer le soir. Vous voyez ici des héliostats qui sont des héliostats qui peuvent faire plusieurs mètres de hauteur pour capter le solaire. Voilà par exemple une autre façon de ce qu'on appelle les centrales cylindro-paraboliques. C'est des choses que l'on voit, c'est-à-dire qu'on concentre avec des miroirs qui cette fois-ci, c'est des miroirs un peu sphériques. Et vous voyez, ça c'est une photo qu'on a prise à Noël, à Almeria, dans le sud de l'Espagne, où il y a une zone désertique dans laquelle il y a plein de solaire direct. Et il faut pouvoir concentrer, donc il faut pouvoir avoir une loupe. Donc ce qui est intéressant de voir dans cette situation, c'est que c'est tout un domaine qui s'est développé avec des moteurs Stirling, etc. etc. C'est tout un pan de l'énergie solaire moderne aujourd'hui. Alors ce renouveau de l'énergie solaire, en fait, on peut le situer, vous voyez une courbe ici, où on voit en fonction du temps, les installations faites avec ce type de technologie, de ce qu'on appelle le solaire thermique à concentration. Vous voyez que dans les années 80, un peu avant ici, il y a déjà eu un petit début. Ça s'est arrêté complètement. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Exactement. Il y a eu le il y a ici le pic pétrolier. Pic pétrolier, le premier pic, c'est 1973. La fameuse 73-74, le premier choc pétrolier. Et là, les États, beaucoup d'États qui dépendent déjà énormément du pétrole, se sont dit, mais on est un peu embêtés, il faut qu'on trouve des énergies de substitution, etc., l'indépendance énergétique. Et donc, il y a eu énormément de développement à cette époque, des recherches qui ont abouti, disons, à des premières versions finalement de centrales industrielles à thermodynamique. Et puis après, le deuxième choc pétrolier, et puis après, la baisse du pétrole. Et en fait, ça valait plus, il était plus compétitif, comme on dit, d'aller refaire de l'électricité par cette méthode. Et vous voyez que ça redémarrait, eh bien ça redémarre au début du 3e millénaire. Et là, on a un nouveau début. Et là, ça correspond à la fois le renchérissement à nouveau du pétrole, donc qui peut être controversé, et puis aussi à la question du développement durable et du fait notamment du changement climatique, etc. Et donc, on va voir donc je voulais vraiment vous mentionner cette période où rien n'a été installé dans le contexte économique de l'époque. Alors maintenant, je vais vous parler de la deuxième grande source d'énergie moderne utilisant l'énergie solaire. Alors, on a vu l'énergie thermique, qui finalement, l'énergie thermique est connue depuis les millénaires. Hein. Archimède, il a brûlé, il a utilisé des miroirs ardents, d'après ce qu'on dit, pour brûler les voiles de la flotte, d'une des flottes lors des guerres, comment on les appelle? Les guerres? Exactement. Les guerres punies. Et donc, en fait, maintenant, je vais venir à une deuxième révolution, quelque part dans l'énergie, qui est la découverte de l'électricité. La découverte de l'électricité, c'était dans les années 1800, autour de Volta, Alessandro Volta. Et donc, à un moment donné, on a commencé à connaître l'existence d'électrons. Et vous savez, l'électron, c'est celui qui va jouer dans le photovoltaïque. Et puis, finalement, à partir de 1800, j'ai appelé ça la longue marche de la conversion photovoltaïque. Depuis 1800, le premier à avoir, finalement, c'est un Becquerel. C'est le fils d'Antoine et le père de Henri. Et c'est une génération, comme on en trouve, d'ingénieurs, de professeurs, qui finalement ont construit, et ils ont construit ici, donc Edmond Becquerel, à 19 ans, donc s'il y a des jeunes dans la salle, les découvertes n'attendent pas le nombre des années, à 19 ans,
il travaillait avec son père et il a découvert, ils étudiaient justement les piles de Volta, ce type de choses électriques, et il a découvert finalement l'effet photovoltaïque. Et en fait, aujourd'hui, dans la communauté du photovoltaïque dont je fais partie, il est considéré comme le découvreur du photovoltaïque. Et ça, c'est important parce que finalement, très souvent, on l'oublie, on l'a oublié un peu dans l'histoire. Son fils est beaucoup plus célèbre, c'est Henri Becquerel, dont il a même donné un nom à l'énergie, aux unités d'énergie nucléaire. Donc vous vous rendez compte, entre le père et le fils, ils sont à l'origine, d'une certaine mesure, des deux énergies modernes qui sont sorties dans les années 50. Donc il a fait des études qui ont permis de montrer que finalement, à chaque fois qu'il y avait un rayon de soleil qui venait, il y avait le galvanomètre qui bougeait, et donc il a compris que finalement, le soleil avait un effet. Alors au début, il s'est interrogé, il s'est dit, mais attendez, est-ce que c'est un effet de la chaleur? Puisqu'on savait que le soleil apportait de la chaleur. Et il s'est rendu compte que c'était un effet de la longueur d'onde. Et après, cet effet qu'on appelle photoélectrique, c'est grâce à ça qu'Einstein a eu son prix Nobel. Donc voilà la situation. Avec, de façon étonnante, ça c'est sa thèse, on voit des descriptions où on comprend finalement qu'il a utilisé des matériaux très particuliers qu'on appelle des semi-conducteurs, et vous voyez qu'il avait déjà une étude où il montrait qu'il y avait une dépendance avec la lumière. Alors voilà, on en vient maintenant presque au présent. Il a fait cette découverte en 1839, et ici, voilà le rendement des cellules solaires, c'est-à-dire le rendement électrique, combien de rendement de watts elles sont capables de fournir ici, c'est 20% de rendement. Ça veut dire que quand il y a 1000 watts qui arrivent, ces cellules sont capables de donner 200 watts. S'il y a 1000 watts qui arrivent, une cellule de 10% va donner 100 watts, et une cellule de 30% de rendement va donner 300 watts. Vous voyez, regardez, pratiquement zéro, pendant pratiquement un siècle. Et à un moment donné, dans les années 50, grâce en fait à la découverte du transistor, de l'industrie du silicium, donc notre monde est basé sur le silicium, on est plein les téléphones portables, etc. Eh bien en fait, on s'est rendu compte que ces matériaux étaient capables de faire des cellules solaires, donc d'être capables d'extraire les électrons et de faire de l'électricité derrière. Et regardez la vitesse à laquelle, à partir de la découverte dans un laboratoire américain à la Bell Telephone, eh bien ça a monté, et ils sont montés en quelques mois, d'une certaine mesure, pratiquement à 13-14%. Là, on a un effet typique d'une découverte, et tout de suite, la raison pour laquelle c'est monté aussi vite, c'est que la découverte était une vraie découverte, et qu'ensuite, il y avait un vrai besoin. Donc on voit quelque chose, et le vrai besoin, c'était lequel? Il y a eu Spoutnik, on a compris qu'on était capable d'envoyer des satellites, mais le problème, c'est que les satellites, ils tournaient. Mais tant qu'on n'avait pas d'énergie pour émettre et pouvoir communiquer avec la Terre, eh bien, il y avait les réserves d'énergie du satellite étaient tellement faibles que finalement, le satellite ne servait plus à rien, il continuait à tourner. Et c'est pour ça que très rapidement, les Américains, ayant développé cette technologie, l'ont appliquée. Voici un satellite qui a été envoyé en 1958, le satellite Vanguard, et vous voyez ces petites choses-là, c'est des cellules solaires. Et ça a tout changé. Ça a permis de faire finalement, grâce à ces technologies, d'une certaine mesure, la conquête spatiale. Alors finalement, le solaire, au départ, il a fait la station orbitale, la ISS, les petits robots martiens, et puis, je reviendrai, finalement, il s'est posé sur une comète, la comète de Chury, en 2014. Alors ce qui est intéressant, c'est regarder, il est parti, c'est monté à 14, et là, c'est les records des laboratoires. Et vous voyez comment ça se passe. Aujourd'hui, on est pratiquement à 26% de rendement, 26,6 de 2017. Ça se fait toujours avec quelqu'un découvre quelque chose, ensuite on pense que c'est fini, qu'on n'avancera plus. Quelqu'un découvre à nouveau autre chose, on appelle ça les ruptures, et puis ça continue comme ça. Ce n'est pas du tout quelque chose de linéaire, et ça, c'est vraiment le travail des chercheurs, des ingénieurs. Parfois, il y a des découvertes qui sont faites par hasard, mais tout ça, ça permet de monter progressivement. Et en fait, il a fallu, dès le début, il y a eu des cellules solaires sur Terre, mais c'était tellement cher qu'au niveau spatial, on ne se pose pas de questions, mais sur Terre, ça a commencé à fonctionner sur des balises, sur des sites isolés, etc., parce que là, l'électricité n'a pas de prix. Et en fait, quand on voit l'arrivée sur Terre, voici les moyennes des modules, c'est-à-dire des modules tels que ceux que vous avez sur la centrale de Néoul ici. Eh bien, vous voyez que le rendement moyen, ça c'est vraiment l'industrie,
vous voyez qu'il est progressé ici en une vingtaine d'années. 2005, oui, en une vingtaine d'années, il a pratiquement, pas doublé, mais il a gagné 70%. Aujourd'hui, les rendements moyens des cellules, c'est 16-17%, donc 160 watts par 1000 watts qui arrivent dessus. Et les meilleures cellules commerciales, meilleurs modules, sont autour de 24%. Et celle que vous avez, la même société que celle qui a fait la centrale, aujourd'hui a commencé à faire des cellules, pratiquement des modules à 25%. Donc c'est pour vous dire ce progrès, et ce progrès, il est constant. Et vous voyez que ce qu'on va refaire, c'est comme si c'était des Ferrari. Ici, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ce que va faire l'industrie, c'est progressivement essayer de se rapprocher du record. Et puis voilà, cette fameuse, j'adore cette, j'ai beaucoup aimé cette chose, ce que le photovoltaïque se pose sur une comète, parce que pendant longtemps, j'ai entendu, quand j'étais au début de ce domaine, tu tires des plans sur la comète. À chaque fois que je disais que le photovoltaïque, l'énergie solaire, un jour, je disais, toi, tu es un doux rêveur, tu tires des plans sur la comète, et en fait, effectivement, il s'est posé sur la comète, donc je fais un clin d'œil à cette situation. Voilà. Alors, comment ça a été rendu possible? Ça a été rendu possible, justement, grâce à la découverte du silicium. Donc, ces fameuses cellules solaires au silicium qui servent à faire, finalement, qui sont à l'origine de toute l'électronique. Tout ce qu'on a au niveau électronique est à la base de cette civilisation un peu de l'électronique. Et une cellule au silicium, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une cellule qui permet, finalement, grâce en mettant ce qu'on appelle une jonction entre du type N et du type P, il est possible que les photons viennent ici exciter des électrons, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un électron qui est présent là à un niveau d'énergie bas, il va être excité, mais à la différence, le fait qu'il y ait un grand champ électrique fait que cet électron va pouvoir être collecté dans le circuit extérieur, et puis de l'autre côté, le trou qu'il a laissé va être collecté dans l'autre sens. Et le tour est joué. C'est simplement, en éclairant ce type de jonction, il est possible de récupérer pour la première fois, de façon efficace, l'énergie qu'il y avait dans les photons. Et ça donne des cellules solaires dont le principe est indiqué ici. Vous avez ici des plaquettes de silicium. Les électrons rentrent dans la plaquette et vous connaissez sûrement les cellules solaires qu'on voit le plus, c'est celles qui ont des sortes de grilles. C'est des grilles qui récupèrent les électrons, qui rentrent dans ces grilles de collecte et qui sortent dans le circuit extérieur. Et c'est quelque chose qui fait à peu près 150 microns. C'est ce qu'on appelle les plaquettes de silicium. Alors voilà comment ces plaquettes sont faites. Vous avez ici un exemple de plaquettes qui ont été faites à Photowatt. Photowatt, c'est à côté de Bourgoin-Jallieu. C'est en fait du silicium qui est coupé. Alors j'en ai ramené un petit bout ici. Alors pour beaucoup d'entre vous, on dit il y a un problème avec la matière. Le silicium, c'est le deuxième élément de la croûte terrestre après l'oxygène. Et en fait, on trouve du silicium, c'est le sable, les silicates. Donc en fait, on a une abondance extraordinaire pour le matériau de base de ce type de cellules solaires. Donc voilà la façon dont c'est fait. Vous avez ici des plaquettes qui sont découpées dans du silicium massif, comme l'exemple que j'ai ici. Et puis ensuite, on va déposer des couches dessus. Et vous voyez ici, ça c'est la grille qui permet de récupérer les électrons pour sortir dans le circuit extérieur. Et cette cellule va donner, par exemple, dans ce cas, environ 15% de rendement. Donc on voit finalement que cette technologie de silicium a permis d'aller à des rendements très élevés. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2000, à partir de 2000? À partir de 2000, beaucoup d'États, en particulier en Allemagne, au Japon, se sont lancés dans le solaire, développement massif du solaire en fonction de la crise énergétique, parce qu'à l'époque, il y avait la pression, on pensait que le pétrole atteignait son pic pétrolier, souvenez-vous de toute cette discussion, et ensuite pour la question du climat. Et en fait, on a commencé à voir un développement très 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 important du solaire. Regardez jusqu'à 2000 ici, dans l'épaisseur du trait. Donc les gens qui en 2000 disaient l'énergie solaire photovoltaïque, c'est peanuts, ils avaient absolument raison. Et on l'entendait souvent. Par contre, la tendance qu'il y a, c'est de dire en 2000, il n'y a rien, donc en 2010, il n'y aura rien, en 2020, il n'y aura rien, et on oublie que finalement, une des règles essentielles, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas... Donc le principe d'une technologie qui émerge, c'est qu'au début, on ne la voit pas. Si les gens qui disent cette technologie, parce qu'on ne la voit pas, il n'y aura rien demain, quelque part, ils font une grave erreur. Parce qu'effectivement, regardez ce qui s'est passé en quelques années.
à partir de 2006-2007, on a ce qu'on appelle une croissance exponentielle, c'est-à-dire que les politiques qui ont été mises en place, le développement industriel, a conduit aujourd'hui à atteindre 300 gigawatts de puissance mondiale au niveau photovoltaïque, et donc ça c'est moyenné sur l'ensemble du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, 1,3% de la production électrique mondiale est d'origine photovoltaïque, et je reviendrai sur les projections, et que l'année dernière, pratiquement 74 gigawatts ont été installés, dont 35 gigawatts ont été installés en Chine. En France, on est autour d'un gigawatt, donc ça se développe de façon très importante partout, et ça se développe en particulier à un tel point que, si vous regardez ici, c'est 1,6% au niveau, ou 1,3% au niveau mondial. En fait, certains pays aujourd'hui, les plus avancés, ont déjà 8%. Vous regardez l'Italie, 8% c'est du photovoltaïque en quelques années, en 4-5 ans. La Grèce, l'Allemagne, et puis ensuite vous regardez la France aujourd'hui. La France a pratiquement 1,5% de son électricité. Qui l'eût cru? C'est-à-dire qui eût cru il y a 10 ans qu'on aurait une croissance de genre. Donc ça montre bien l'effet rapide, disons, d'insertion de cette énergie dans le domaine. Alors je vais peut-être revenir à ça. Alors quelle est la raison pour laquelle ça s'est développé aussi rapidement? Au départ, ça coûtait extrêmement cher. Une petite cellule qu'on mettait sur un satellite, elle pouvait coûter 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Il y avait un tel besoin d'énergie que quel que soit, d'une certaine mesure, le coût des cellules, finalement, elles partaient dans le satellite. Mais pour la Terre, aucun futur. Sur la Terre, il y avait les sites isolés. Par contre, quand il y a eu le développement, on a commencé à faire le développement industriel, on s'est rendu compte que finalement, à chaque fois qu'on augmentait, ça c'est ce qu'on appelle une courbe d'expérience, on appelle ça aussi la loi de Moore du photovoltaïque. Regardez, ça c'était en 1976 et ici on est en 2017. Et on regarde le prix des modules. Il est passé d'environ 100$ par watt, et aujourd'hui il est à 0,4 € ou dollars par watt. Vous vous rendez compte de cette décroissance, et c'est ça la base finalement, le secret. C'est aussi cette association entre quelque chose qui fonctionne bien et en fait une industrie qui démarre, et parce qu'elle démarre, elle est capable de réduire les coûts. Souvenez-vous des écrans plats. Il y a une époque, les écrans plats de télé coûtaient extrêmement cher. Un petit écran coûtait 300-400 €. Aujourd'hui, vous trouvez des écrans de grande taille pour quelques centaines d'euros. Et tout ça, c'est en fait une dynamique qui s'enclenche entre la technologie et le fait que l'industrie se développe et baisse les coûts. Et une fois qu'on a ça, on est dans une situation où finalement, eh bien, de quelque chose qui était... et ici, par exemple, c'est les années 2008-2009. Vous voyez, regardez au début, il y a une dizaine d'années, on était à 3$ par watt-peak. Et là, ce n'était pas rentable. Et en fait, finalement, on se retrouve dans une situation où cette industrie devient compétitive. Ça, c'est un point extrêmement important, ce qui explique le développement actuel. Alors ça, j'en ai parlé. Alors regardez aujourd'hui, ça, c'est des recensements qui sont faits sur des appels d'offres dans de nombreux pays du monde, en particulier certains pays très ensoleillés, où on peut constater que les appels d'offres sont faits à des coûts de l'électricité produite par de l'énergie photovoltaïque qui peuvent descendre jusqu'à quelques centimes par kilowattheure. Donc ça veut dire que finalement, aujourd'hui, au niveau mondial, et pas qu'au niveau ça se fait aussi ici, dans nos régions, aujourd'hui, installer du photovoltaïque peut devenir compétitif uniquement sur des bases non idéologiques, enfin pas en se disant j'aime le photovoltaïque, mais simplement parce que, du point de vue de l'électricité, c'est une des électricités qui deviendra probablement l'une des moins chères dans le monde. Et ça, c'est un point qui fait qu'aujourd'hui, où que ce soit, ce phénomène se développe. Alors bon, juste pour vous donner un élément sur les développements, en fait, un des éléments essentiels, c'est ce qu'on appelle le rendement de conversion de la conversion photovoltaïque. Alors, je ne vais pas rentrer dans la base des phénomènes physiques, mais tout simplement vous indiquer qu'une question clé, c'est dire, j'ai vu le rendement augmenter avec le silicium. Vous vous souvenez, la première courbe avec ces petits paliers. Elle est partie pratiquement de zéro, elle est montée, et puis elle monte, elle arrive à 26%. La question qu'on se pose, mais c'est jusqu'à où ça peut monter?
Est-ce que ça va être 27? Est-ce que ça va être 28? Est-ce que ça va être 30, 40, 50? Donc une question clé pour les chercheurs, c'est de se déterminer quelle est la marge de progression qu'on peut. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec des cellules classiques au silicium, par exemple, ou d'autres technologies, eh bien, finalement, le rendement maximum qu'on peut obtenir, il est là, avec cette courbe bleue, autour de 30%. Ça veut dire que les technologies actuelles avec le silicium pourraient aller à 30%. 30%, c'est pas mal. Il faut se souvenir que le moteur à explosion, c'est 33. Donc, c'est quand même... c'est pas rien. Comment ? Le rendement moteur essence, 28%. Bah oui. Donc, en fait, on voit que finalement, du point de vue énergétique, ça se défend bien et il y a de la marge à faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme cette énergie nous vient du Soleil, pour des raisons ce qu'on appelle de thermodynamique, eh bien, en fait, cette marge, elle peut aller jusqu'à pratiquement 85% de rendement. C'est-à-dire que le solaire photovoltaïque, peut-être que nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants auront des systèmes photovoltaïques ou des cellules qui pourront être, par exemple, à 50% de rendement. On voit qu'on a donc une marge considérable et c'est ça qui explique qu'il y a énormément d'efforts de recherche qui sont faits sur cette technologie parce qu'on appelle, il y a beaucoup de place vers le haut. Donc en fait, un des éléments de compétition au niveau de la recherche, c'est de trouver le moyen d'augmenter le rendement, parce que la personne ou le groupe qui arrivera à augmenter le rendement aura un avantage par rapport aux autres. Et puis regardez, ça c'est le record du record. Alors je vous ai mis la dernière publication qui vient de sortir là-dessus. C'est ce record à 26,6% de rendement par une société japonaise qui s'appelle Kaneka. Et ça, on se rapproche pratiquement à 2-3% du rendement théorique. Donc c'est vous dire qu'on est dans une situation où on est un peu comme dans l'électronique, les progrès ont été considérables ces dernières années. Et puis bon, alors vous avez peut-être, alors ici je vous ai amené ce qu'on appelle des cellules solaires en couche mince. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire des cellules solaires. Vous avez tous peut-être vu des calculettes auto qui alimentent en énergie solaire. Elles n'ont pas le visuel que vous voyez, ce n'est pas des cellules bleues comme celles qu'on voit au silicium. C'est des cellules qui sont faites à partir de couches qui sont déposées sur du verre, mais des couches ultra minces. On appelle ça des cellules solaires en couche mince. C'est des nouvelles générations de cellules qui sont des cellules sur lesquelles je travaille en particulier. Personnellement, ma recherche a beaucoup porté sur ce type de cellules qui sont directement déposées sur du verre, du plastique. Et en fait, il y a plusieurs catégories. Peut-être avez-vous entendu parler donc du silicium amorphe, qui sert pour les calculettes essentiellement aujourd'hui. Et puis vous avez, bon, il y a des perspectives d'augmentation des rendements également. Et puis vous avez des cellules qu'on appelle au CU, IN, GA et C2 qui ne sont pas des cellules silicium et qui sont des cellules qui font que quelques microns d'épaisseur. Donc je pense que c'est de l'ordre de 1/100 de l'épaisseur d'un cheveu. Enfin c'est vraiment des cellules ultra fines. Et ça c'est des nouvelles générations de cellules. Il y en a une qui est aussi énormément commercialisée aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle au tellurure de cadmium, CDT. Et vous voyez que les rendements de ces cellules, la meilleure des meilleures, c'est vraiment le silicium, 26,6, mais ces nouvelles cellules, elles sont à 22,6 en rendement record, 22,1, donc c'est déjà des rendements tout à fait décents, et ça, c'est des nouvelles cellules qui se mettent en place aujourd'hui. Et puis si on prend la courbe de croissance de ce type de cellules, eh bien, on retrouve exactement la même chose. C'est toujours, et moi j'ai commencé la recherche ici, et vous voyez, on était à ce niveau-là, les premières cellules qu'on faisait. Aujourd'hui, on est pratiquement à 22%. Et donc, on a toujours cette courbe de croissance où finalement, à chaque fois, il y a des découvertes et ça progresse. C'est toujours les progrès de la technologie. Et puis pour faire ça, au niveau du laboratoire, par exemple, ce sont des machines un peu complexes, en fait, sur lesquelles on est capable de venir déposer ces couches minces avec vraiment un très bon contrôle et on fait des prototypes de ces couches minces. Ça, c'est un évaporateur. C'est ce qu'on appelle un appareil d'épitaxie de couches. C'est fait au laboratoire. Et alors, ce qui est intéressant, une de nos lignes de recherche aujourd'hui, on commence à en voir, on se dit, si on était capable de faire ces cellules solaires sur du plastique, y compris du papier journal, et qu'on soit capable de les faire avec un rendement suffisamment élevé, dans ce cas-là, on voit que les nouvelles générations de cellules solaires, ça sera peut-être des cellules rouleaux qu'on tirera peut-être dans une quinzaine d'années, et des cellules ultra légères, extrêmement fines, qui sont faites sur du plastique. Et au laboratoire aujourd'hui, on est capable d'atteindre des rendements de 18-19% avec ce type de technologie. Alors elles sont encore chères parce qu'il y a besoin de travailler sur la reproductibilité. Déposer sur des plastiques, c'est pas facile. Et donc en fait, il y a tout un travail. Mais vous voyez qu'aujourd'hui se préparent des cellules solaires de nouvelle génération, en particulier à ce type de couche mince.
Voilà, donc alors où en seront les recherches dans 20 ans? Ça c'est une question, est-ce qu'on peut imaginer qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Alors là, vous effrayez pas, alors je vais appuyer sur le bon bouton. Ça c'est ce qu'on appelle les Jeux Olympiques, ça c'est un tableau qui est typique pour les chercheurs. Les chercheurs adorent ce type de tableau parce que c'est des tableaux qui montrent un peu, quand vous êtes un sportif, les Jeux Olympiques, il y a le lancer de poids, il y a le saut en hauteur, il y a tout ça. Et à chaque fois, les Jeux Olympiques, on fonctionne avec des records. Donc ce qu'on fait, c'est que chaque catégorie de cellules, elle se caractérise par des cellules existantes. Vous voyez, les cellules au silicium, c'est tout ce qui est bleu. Les cellules en couche mince, Synfilm Technologies, c'est couche mince, les cellules émergentes, les nouveaux types de cellules, et puis des cellules très haut rendement, à concentration, etc. Et regardez, vous voyez, vous retrouvez il y a quelques années, alors quand j'ai commencé la recherche et que je rêvais de solaire, j'étais là. Regardez aujourd'hui, toutes les cellules, les progrès des technologies, il y a de nouvelles technologies qui sont apparues, et en fait, de façon étonnante, depuis que le développement industriel a commencé, on aurait pu penser que finalement, la recherche allait un peu s'éteindre. Parce que le développement industriel, il y a des cellules qui ne coûtent pas cher, de moins en moins cher. Et en fait, on s'aperçoit que la compétition au niveau recherche, elle est très importante. Donc en fait, le domaine du photovoltaïque aujourd'hui, en recherche, a vraiment un foisonnement Donc c'est vraiment extrêmement... Alors nous, on est dans ces catégories. Nous, on travaille à l'IPVF, on travaille dans cette catégorie. On travaille dans cette catégorie, un peu dans celle-là, et puis un petit peu dans celle-là. Donc on a choisi, on a fait des priorités, parce qu'on ne peut pas travailler sur tous les domaines. Voilà, et puis juste pour vous montrer comment, dans les années qui viennent, on verra des choses apparaître. Ça, c'est des cellules qui sont en fait déposées l'une sur l'autre. C'est la course au rendement. Et vous voyez aujourd'hui que le rendement que je vous ai montré tout à l'heure, il est limité à 33%. Eh bien, si on utilise ce qu'on appelle des cellules multijonctions, tandem, c'est deux cellules collées l'une pour l'autre, et puis finalement, on va capter, une cellule va prendre le vert dans le spectre solaire, une autre va prendre le rouge, une autre va prendre le bleu. Et si on les met les unes derrière les autres, on peut monter à des rendements pratiquement avec deux cellules à 45%, avec trois cellules à 50%. Donc vous voyez que la compétition, elle est ouverte pour aller vers des rendements plus élevés. Voilà, bon, ça c'est des choses un peu qui se passent au niveau des laboratoires. Il y a énormément de nouveaux concepts qui sont en train de venir. Je vais aller très vite. Et puis, il y a une sorte de rêve aujourd'hui qui est d'aller faire ce qu'on appelle la feuille solaire, c'est-à-dire d'essayer de revenir à la photosynthèse et de refaire un photovoltaïque finalement qui va utiliser la lumière, qui va utiliser la lumière pour collecter les photons et puis ensuite faire les électrons. Et voici, ça c'est vraiment des revues de pointe où on voit, alors ça vous devez connaître, c'est des plastiques un peu spéciaux qui réémettent la lumière sur le côté. Et en fait, ça peut donner de superbes concentrateurs de lumière. On les met et on met des cellules solaires au bout ici, de chaque côté, et on peut à ce moment-là récupérer à très bas coût finalement de la conversion photovoltaïque. Là ici, ce sont des Suisses qui travaillent là-dessus, et vous voyez ici, les photons arrivent, ils sont collectés dans la feuille solaire, et ensuite ils viennent ici, et ils sont récupérés ici directement avec de l'hydrogène ou avec des produits préparés, et on appelle ça la chimie solaire. Hein. Donc c'est un clin d'œil aussi à Marc pour les applications en chimie directe, sans sortir de l'électricité du photovoltaïque. Donc on a tout un boom en fait aujourd'hui de ce type de développement, et vous entendrez de plus en plus parler finalement du couplage entre le photovoltaïque et le stockage. Donc vous voyez photovoltaïque pour faire de l'hydrogène, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est récupérer le CO2 de l'atmosphère et de le transformer, de le retransformer en un carburant. On appelle ça les carburants solaires, et ce sont des domaines qui sont en pleine extension aujourd'hui. Et on voit déjà des publications, des applications. Et j'aime bien cette photo ici qui montre finalement qu'on est en train de développer le photovoltaïque avec finalement l'idée de refaire aussi directement de la production, un peu comme les feuilles nous produisent de la biomasse, etc. Ça, c'est des choses qui vont commencer à se faire et qui commencent à se faire. On est intéressé par le faire également au niveau du laboratoire. Puis je voudrais terminer. On est dans un domaine en pleine mutation. Et quand on dit en transition, on dit en transition énergétique. Dans un domaine en transition, cette transition, elle doit se faire avec l'homme.
Donc elle doit se faire avec la société et elle doit se faire avec le solaire va changer pas mal de choses. Il y a d'autres domaines qui évoluent. Donc je voudrais juste terminer pour un petit point qui est solaire et société, photovoltaïque et société en particulier. Alors vous avez un développement foisonnant et diversifié des applications et un impact de plus en plus important et visible dans l'évolution de la société et son rapport à l'énergie. On le voit, alors vous, la centrale est loin de... Elle est à une certaine distance, mais on a aussi de plus en plus de solaire qui va se développer sur des toitures, sur des routes, etc. Et donc on va commencer à avoir le solaire photovoltaïque va rentrer dans nos vies quotidiennes. Et ça doit se faire avec un bon accord et une bonne équation entre les deux. Alors si on regarde, c'est impressionnant, je le fais régulièrement, mais vous tapez sur un moteur de recherche, celui que vous voulez, vous tapez simplement photovoltaïque, et alors là, tous les jours, vous avez des annonces. Le photovoltaïque investit nos villages, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les centrales villageoises qui se développent dans de nombreuses régions de France. Vous voyez, séduit aussi bien Alpi sera doté en juin 2017, 25 500. L'Inde inaugure la plus grande centrale, EDF inaugure une centrale photovoltaïque. C'est bouillonnant. C'est-à-dire que c'est un domaine, simplement en suivant les mots-clés photovoltaïque ou énergie solaire sur Internet, vous avez vraiment une illustration des développements. Et puis j'en ai pris quelques-uns. Vous voyez, en Inde, on retrouve la création d'emplois qui est un point essentiel, les métiers et l'énergie solaire, la salle de cinéma à l'énergie solaire, et puis des grands groupes qui s'y intéressent également. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ce domaine est en train de prendre des dimensions qui sont à différents niveaux. La particularité des cellules solaires ou du photovoltaïque, c'est qu'il peut travailler à petite échelle, avec un petit panneau, mais il peut travailler sous forme de beaucoup plus grande surface. Donc en fait, la différence, c'est qu'il y a tout un tas de modèles possibles. Une toiture va pouvoir avoir 3 kW, 9 kW, 15 kW. Mais à côté de ça, vous avez des développements de fermes solaires ou de centrales solaires. Et j'ai bien aimé cette annonce ici, parce qu'on voit de l'espace la Grande Muraille de Chine, mais on voit aussi ici c'est une centrale photovoltaïque qui est la plus grande centrale, Longjiansha Dam, 27 km², 4 millions de panneaux solaires, 850 MW. Et aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits, commencent à se développer des centrales qui vont dépasser le gigawatt, etc. Donc vous voyez ici, quelque part, un mode de développement qu'on pourrait dire, un mode de développement de type gigantisme, quelque part. Et il faut s'interroger, il faut y réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, la précédente était en Inde à 648 MW, USA Topa à 579, et la France, la centrale qui est à côté de Bordeaux, à Cestas, qui fait 300 MW. Et Néoul 24, j'aurais dû rajouter Néoul. Donc et Néoul était la plus importante en époque. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir cette course un peu dans cette logique de gigantisme. Alors, je vais prendre le contre-pied, je vais aller de l'autre côté. Regardez ce qui se passe à côté. À côté, vous avez un mouvement de fond qui est un mouvement de développement décentralisé en milieu urbain et agricole. Et là, c'est un modèle différent, c'est un solaire de proximité, c'est de l'énergie de proximité. Et vous avez par exemple, j'aime beaucoup cette approche ici, c'est des associations d'agriculteurs qui ont fait, donc qui montent c'est des agriculteurs producteurs d'électricité photovoltaïque. Hein, et qui existe à côté de Rennes et tout, et ils se retrouvent, alors c'est dans toute la France en fait, et en fait, vous voyez, ils développent des toitures photovoltaïques, et c'est à la fois, ça produit de l'énergie, et c'est aussi un complément de salaire. Au moins à l'époque du modèle, quand ils ont commencé à le faire, ils m'ont expliqué, j'ai participé à Rennes, comme aujourd'hui, à leur assemblée générale, et en fait, ils m'expliquaient que pour eux, c'était quand même un complément de salaire non négligeable, par rapport à, quand on connaît les difficultés que le milieu a aujourd'hui au niveau agricole, le fait d'être un producteur d'énergie, ce qu'on pourrait dire des énergiculteurs quelque part, c'est un élément à considérer dans le développement économique. J'aime bien aussi cette chose-là, c'est la combinaison, c'est ce qu'on pourrait appeler l'agri-photovoltaïque, c'est-à-dire de mettre du photovoltaïque en association, non pas en opposition avec l'agriculture, avec des conflits d'espace, avec des conflits d'utilisation, mais par exemple ici, c'est des panneaux qui vont être bien réglés, qui peuvent se régler, qui laissent la culture dessous
et qui en même temps sont capables de prendre le trop-plein d'énergie, parce que souvent les cultures, dès qu'il y a un peu trop de chaleur ou de soleil, et ça s'arrête de pousser. Donc en fait, on voit bien qu'il y a pas mal de modèles où on pourrait combiner des serres agricoles avec du photovoltaïque, et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et enfin, il y a un mouvement de fond qui est en train de se dessiner, c'est le photovoltaïque à l'échelle des maisons, à l'échelle des quartiers, etc. Et on voit finalement ce qu'on appelle des coopératives, des centrales villageoises, là ici c'est une association qui s'est créée dans le sud de Paris, Sud Paris Soleil, sur Cachan, Bagneux, etc., Arcueil, sur laquelle des habitants se réunissent pour créer en fait une coopérative où ils vont mutualiser l'achat, l'installation, et là on voit un autre modèle qui est en train de se développer. Donc en fait, entre les deux, voyez, vous avez quelque chose qui peut aller du particulier, du citoyen, jusqu'à la ferme solaire de grande dimension, et les deux sont complémentaires. Voilà. Et puis sinon, il y a toute une floraison d'initiatives. Vous voyez, vous avez sûrement entendu parler de la route solaire. Donc voilà, une route par définition, c'est de couleur noire. Si cette couleur noire, comme il faut pour une cellule solaire, si elle produit de l'électricité, l'idée de recouvrir des routes, non plus de revêtement passif, comme on dit, mais de revêtement actif, c'est une bonne idée, même si au début ça coûte cher. Hein, tout prototype coûte cher, toute expérimentation au départ coûte cher. Eh bien, vous voyez ici, moi je trouve très bien qu'on travaille sur des applications au niveau routier. Une autre application intéressante, eh bien, c'est le photovoltaïque flottant. C'est-à-dire des centrales qui ne sont plus cette fois-ci, qui sont utilisées sur les zones d'eau, qui limitent l'évaporation. L'autre chose, et je vois, on s'est rencontrés ce matin à la centrale sur les questions de température, que les panneaux, finalement, quand il fait très chaud, baissent en température. Si vous les mettez au-dessus de l'eau, l'eau s'évapore et elle maintient le panneau à une température plus basse, donc son productible est plus important. Donc c'est des choses qui, au départ, on me disait, mais finalement, c'est pas possible sur l'eau, etc. Finalement, c'est des choses qui se développent, et en particulier au Japon. Et une société française, Ciel et Terre, hein, la France est bien placée hein, au niveau, il y a des sociétés très actives dans les différents domaines. Et puis sinon, autrement, il y a ce qu'on appelle le photovoltaïque. Alors là, ça s'appelle la Smart Flower. J'aime bien ce concept aussi, qui est que quand il fait beau, la fleur sort. Et puis quand il ne fait pas beau, on la re-rentre et on la rentre dans sa boîte. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que dans le milieu agricole, les gens ont l'habitude de déployer des choses et de les ramener. Donc on est avec une conception du solaire qui n'est pas uniquement en permanence sur un endroit, mais qui pourrait finalement être réversible rapidement. Donc c'est encore un segment de marché, un secteur qui se développe. Et puis enfin, le rêve qui s'est réalisé, et j'en suis absolument... Le Solar Impulse, je trouve que c'est un condensé. Alors évidemment, on peut critiquer, on peut dire que c'est très cher, etc. Mais il a fallu du courage pour le faire. Déjà, se lancer dans un avion comme ça, il fallait d'abord humainement des capacités de courage fortes. Et puis ensuite, c'est extraordinaire parce qu'on a du photovoltaïque ultra léger, combiné avec des batteries, donc le stockage, et combiné avec une gestion batterie solaire, donc avec un peu une gestion intelligente. Et c'est vraiment un exemple pour le monde et un exemple du développement de ce type de technologie à l'avenir. Et puis enfin, le photovoltaïque, on commence à le voir qui devient beau, c'est-à-dire beau pour être, par exemple, sur des façades, sur des toitures. Et donc on commence à voir du photovoltaïque qui s'adapte à des toitures rouges ou à des toitures noires d'ardoise ou à des façades. Et ici, c'est un exemple de collègues en Suisse, à l'EPFL, qui développent des panneaux solaires dont la couleur extérieure est celle-ci. Alors, ils sont un peu moins puissants. Ils ne font pas 20% de rendement, parce que ça perd, on le paye, la beauté. Mais ils font peut-être 10%, 9%. Alors on a tendance à dire, quand on raisonne qu'en technologue, quelque part, dit oh, quand on en est compte, on a perdu, si on avait mis le panneau noir de silicium classique, on aurait fait 20%. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas mettre des panneaux noirs sur les façades. Donc on est passé, on pourrait garder 20%, sauf que là, on a zéro. Une façade, c'est comme une route, elle ne donne pas d'énergie. Donc en fait, le fait de faire ça permet de passer de 0 à 9. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein
que le verre à moitié vide. Et donc ça, c'est aussi une façon d'aborder l'implantation de ce type de technologie dans le futur. Alors il y a aussi des gens qui rêvent et qui le font, de cellules solaires qui ne fonctionnent pas avec le visible. Donc c'est transparent. Elles fonctionnent qu'avec l'infrarouge ou l'UV. Et dans ce cas-là, on peut avoir des cellules solaires dont on a l'impression, alors elles sont un peu moins, le rendement est un peu moins élevé, mais c'est pour vous donner des exemples du dynamisme de ce qu'on peut avoir dans le domaine. Voilà, alors ça, c'est quand même assez étonnant. Vous avez sans doute entendu parler de Tesla et du fait qu'il développait aujourd'hui des toitures entièrement solaires. Alors il y a des groupes français qui le font, mais ce que je trouve intéressant, c'est beaucoup plus beau. Et donc on voit quelque chose qui est intéressant, c'est de coupler l'énergie de demain avec une notion culturelle, une notion de beauté. Et je crois que c'est un exemple à s'inspirer. Et puis sinon, j'ai trouvé très récemment sur le web, encore une fois, quelque chose qui vient de British Columbia, donc c'est au Canada, je crois, et en fait, qui se dit finalement, qui pousse le bouchon en disant le solaire flottant, c'est très bien. Si jamais on faisait du solaire flottant en mer de Chine ou au large du Japon, eh bien on pourrait avoir un accès à une quantité d'énergie, d'électricité très importante pour demain. Donc voilà un autre modèle qui se développe. Et tout ça, ça va changer un peu la cour des choses dans les années qui viennent. Voilà, et puis des choses que je trouve intéressantes aussi, c'est le lien avec les camps de réfugiés, le fait que le solaire commence aussi humanitaire dans des régions entières où les gens n'ont pas accès à l'électricité. Je crois qu'aujourd'hui, le solaire, c'est le moment de le développer dans ces régions. Et donc, je voulais mettre en avant cette chose-là en fin de course. Alors, je vais terminer par justement la conclusion sur l'énergie solaire dans 20 ans et au-delà. Pour montrer que finalement, il y a des visions qui sont en train de se faire. Alors, les instituts de prospective, comme l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, prévoient une augmentation du solaire, alors du solaire photovoltaïque et du solaire thermique. Je vous ai parlé un petit peu du solaire thermique au début. Et cette augmentation, regardez, nous sommes en 2017. Regardez ce qui est prévu dans le futur. Et ce n'est pas n'importe quelle association qui dit ça. Ce n'est pas une association biaisée ou qu'on pourrait considérer. C'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc aujourd'hui, ce qui est rentré dans les faits, c'est que ce domaine-là allait se développer et notamment les décennies à venir, la prochaine décennie sera une décennie clé pour le développement. Et ça, c'est quelque chose qui avait été fait en 2014, vous voyez, édition 2014. Et j'ai un peu regardé, j'ai essayé d'actualiser mon travail en regardant ce qui se faisait maintenant. Et quand on regarde, il y a des études, alors International Technology Roadmap for Photovoltaics, regardez, eh bien on prévoit ici quelque chose qui ira encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y aura 23 terawatts d'installés de photovoltaïque prévus. Et on voit que là, regardez où on est, ce que je vous ai montré montant très vite, ce n'est que ça. C'est la partie qui est ici en orange. Donc vous voyez que ce qui nous attend demain, c'est un secteur qui continuera son développement. Et pour nous, un point important au niveau européen, au niveau français, c'est de développer au niveau mondial ces technologies et d'être présent, justement, être toujours présent dans la course qui va se passer ici, où on installera chaque année pratiquement 400 gigawatts de photovoltaïque dans le monde. Et là, on peut avoir un développement encore plus important. Voilà, donc je crois que... Alors, je ne peux pas terminer un exposé sur le photovoltaïque ou sur le solaire en disant finalement tout c'est bien, il n'y a que des bonnes raisons, tout ça, etc. Donc qu'est-ce qui constitue les freins au photovoltaïque? Alors il y a des freins qui correspondent à des vraies réalités. Trop cher, c'était vrai. Donc par contre, ça a changé et c'est en train de changer. L'intermittence dont on parle, c'est vrai. Mais il y a des solutions. Vous avez aujourd'hui votre modèle énergétique, c'est vous avez le pic de production le midi, au moment où les clim fonctionnent. Donc vous n'avez pas cette question d'intermittence et de distribution à un moment de la journée. Finalement, ça se couple bien. Il y a maintenant de plus en plus de stockage. Le stockage se développe. La disponibilité des ressources, effectivement, mais par du silicium, c'est le deuxième élément de la croûte terrestre. Les réalités, alors il y a aussi une chose très importante au niveau sociologique, c'est la résistance à la transformation. Toute chose qui évolue suscite une transition. Voilà, c'est logique, des réflexions de se dire le modèle qu'on a, pourquoi on le changerait, etc.
le poids des structures existantes, les investissements initiaux élevés du photovoltaïque, ça coûte cher, mettre une centrale en route, etc. Et par contre, on a le retour sur investissement sur plusieurs années. Et puis sinon, il y a effectivement cette peur un peu qu'il y a aujourd'hui de voir l'Europe finalement se déplacer, c'est-à-dire que finalement on ne soit pas présent dans ce domaine. Et il y a vraiment, de mon point de vue, le besoin d'une politique industrielle, globale, volontariste, donc faire des choses dans ce domaine-là. Et puis les atouts, je vous en ai parlé, les perspectives, mais il faut rester attentif au développement à grande échelle, l'acceptabilité sociale et environnementale, le développement raisonné, éthique, citoyen et le photovoltaïque qui doit être aussi associé aux économies d'énergie de façon à ne pas gaspiller non plus, même si cette énergie, il y en a beaucoup, de façon à l'utiliser de façon éthique et raisonnable. Voilà, et puis si vous voulez mesurer le chemin parcouru, j'avais écrit un article dans le journal du Palais de la Découverte en 2007, avec notamment en photo le lien, je trouvais très bien le lien des moutons avec, comme vous faites, et donc je l'avais mis. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'article était en 2007, et vous pouvez mesurer à travers cet article le chemin parcouru rien qu'en 10 ans. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas fait attention au temps. Aujourd'hui, les modèles, la plupart des installations, elles revendent le courant, elles remettent le courant dans le réseau. Alors effectivement, ça évite des coûts, puisqu'on n'a pas le coût du stockage. Donc le photovoltaïque rendant dans le réseau permet d'être plus compétitif, donc moins cher, parce qu'il n'y a pas le stockage. Alors ce qui se passe en fait, c'est que le stockage est indispensable. On pensait que ça serait plus indispensable que ça pour la question d'intermittence. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut stocker l'énergie solaire du jour pour que ça soit réutilisé la nuit ou quand il n'y a pas de lumière, on règle le problème d'intermittence. Le problème, c'est que le stockage, il y a quelques années, était très cher. Et on était dans la même situation que le photovoltaïque il y a quelques années. Donc, la première réaction, c'était de dire stockage photovoltaïque avec des batteries lithium, etc., c'est trop cher. Pour stocker 1 kWh en énergie, il y a seulement 5 ou 6 ans, il fallait à peu près 1 000 $, 1 000 € par kilowattheure. Alors je sais, entre 1 000 et 2 000, c'était très cher. Donc quand on commençait à faire de l'électricité couplée au stockage, on n'était pas compétitif et ça coûtait trop cher. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le photovoltaïque devenant peu cher, lui-même, il suscite un besoin de stockage. Il suscite le développement de l'industrie du stockage. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'industrie du stockage est en train de baisser ses coûts, comme le photovoltaïque, c'est-à-dire qu'il y a un effet domino. Le premier domino, c'est l'énergie, c'est l'électricité. L'électricité est de moins en moins chère, donc il y a de plus en plus d'intérêt à un modèle économique à la stocker. Et plus ça se développe, eh bien, le stockage aujourd'hui, on est dans une situation où les coûts du stockage ont baissé, alors je connais moins le domaine, d'un facteur 4, je crois, en quelques... Tu parles que du stockage batterie, après j'interviendrai. Oui, d'accord. Mais alors, le stockage batterie, c'est celui qui se développe aujourd'hui, qui est quelque part le plus proche dans la même dynamique. Et ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle les effets combinés. Aujourd'hui, la mobilité électrique, les voitures électriques, aujourd'hui, se développent grâce à des batteries. Et ces batteries de stockage sont des batteries qui finalement, le développement de l'industrie automobile fait que les coûts de développement de nouvelles capacités de stockage, elles baissent aussi pour le photovoltaïque. Donc on a un effet combiné, je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que la combinaison mobilité électrique avec des batteries plus stockage fait que finalement le coût des batteries devient de plus en plus faible et on commence à avoir de plus en plus d'installations, y compris dans une maison dans laquelle il va y avoir un stockage de 10 kWh, 20 kWh et on sera à ce moment-là dans un nouveau marché. Si on peut imaginer Internet, on revendra à son voisin, etc. Donc il y a un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place. Le stockage, il faut le voir avec le stockage, une vision aussi multi-échelle, multi-technologie. On a parlé des batteries, il n'y a pas que les batteries. Il y a aujourd'hui, j'en ai parlé un petit peu, le stockage par l'hydrogène, la génération d'hydrogène. Là, cette fois-ci, on va créer de l'hydrogène qui pourra être utilisé non seulement pour de l'énergie, mais pour faire de la chimie. On pourra faire tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie même, globalement, est en train de se rapprocher de ces sources de production d'énergie. Une industrie, par exemple, quand il fait très beau, qui débite de l'électricité qui coûte pratiquement rien, et parfois même des prix négatifs, aura intérêt à travailler. Et on commence à le voir sur des usines, des choses comme ça, qui vont travailler au moment où il fait beau, ils vont mettre le paquet parce que l'électricité n'est pas chère. Donc on voit tout un puzzle qui se met en place.